Bien. Alors ce matin on va essayer de travailler sur on va revenir sur les systèmes distribués basés sur les microservices. Donc on a déjà fait en fait une partie de ce cours. Donc, nous avons vu comment créer les microservices, principalement comment créer la partie back-end des applications avec Spring Boot principalement, et comment créer la partie front-end en utilisant Angular. Et on a vu la partie sécurité également. Donc, également, on a vu une partie sur la communication asynchrone, notamment avec les brokers comme GMS et Kafka. Il est temps maintenant d'exploiter tout ça dans les architectures massivement distribuées basées sur les microservices. Donc, je vous rappelle que le concept de microservice consiste à quoi? Alors, le concept de microservice consiste à découper un grand problème. Donc, quand vous avez un grand problème, vous allez le découper en de petites unités. Chaque partie de l'application est développée sous forme d'une application indépendante que nous avons appelée, qui s'appelle tout simplement les microservices. Donc, un microservice est une petite application qui fait partie d'une grande application, en quelque sorte. Alors, nous avons déjà parlé donc des avantages des applications microservices par rapport aux applications monolithiques. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vous rappelle juste l'architecture. L'architecture principale, c'est qu'en fait, un microservice, généralement, quand vous développez une application, vous avez d'abord ce qu'on appelle les microservices métiers. En fait, les microservices métiers, c'est-à-dire c'est les microservices qui font partie des spécifications fonctionnelles, qui implémentent les spécifications fonctionnelles du problème que vous êtes en train de traiter. Et donc vous avez des microservices qui sont développés. Par exemple, ici vous avez un service pour, par exemple, d'inventaire, un service par exemple pour les achats et ventes, un service pour tout ce qui est la gestion des comptes, etc. Donc on peut séparer l'application en un ensemble de petits services fonctionnels. Et après, par la suite, on a besoin de faire l'orchestration. Alors pour faire l'orchestration, généralement on a besoin d'utiliser des services techniques, des microservices techniques, parmi lesquels il y a le service d'enregistrement. En fait, le service d'enregistrement, c'est un service qui représente l'annuaire de l'application. Alors autrement dit, pratiquement chaque microservice qui démarre, quand il démarre, a besoin de s'enregistrer, se connecte vers ce service pour s'enregistrer, pour publier trois informations principales. Il y a le nom du microservice, l'adresse IP et le numéro de port. Donc chaque microservice, on va lui donner un nom. Il dit que donc tous les microservices, quand ils démarrent, ils publient leur localisation ici. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si je connais le nom du microservice, je peux contacter ce service-là pour lui dire, voilà, donne-moi l'adresse IP et le port où se trouve ce microservice. Donc, c'est-à-dire, ça va nous faciliter l'orchestration par la suite d'une manière assez simple. Alors, donc, il y a le service d'enregistrement. Nous allons voir tout à l'heure comment mettre en œuvre ce service d'enregistrement. Alors, vous avez également le service gateway. Ça, c'est important. Alors, en fait, les clients de l'application, qui peuvent être des applications web ou bien des applications mobiles, généralement ne connaissent pas les microservices. Ils ne vont pas interagir directement avec les microservices parce que c'est assez compliqué de configurer l'application front-end pour contacter plusieurs microservices. C'est pas assez pratique. Ce qui est plutôt utilisé, ce qui est pratique, c'est que tous les clients en fait de l'application connaissent que le service proxy ou bien le service gateway. Alors toutes les requêtes envoyées sont envoyées vers le service proxy ou bien gateway, et ce service-là proxy, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, dans la requête, souvent on spécifie le nom du microservice, et du moment qu'il connaît le nom du microservice, il va contacter le service d'enregistrement. Il va lui donner le nom, il récupère la localisation, c'est-à-dire l'adresse IP et le numéro de port, et après il contacte le micro, il fait un forward de la requête vers le microservice,
Et le microservice va bien sûr effectuer le traitement. Donc l'essentiel du traitement, c'est le microservice qui va l'effectuer. Mais le service en fait proxy, lui, il ne fait que dispatcher les requêtes. Chaque requête qui vient, il va l'envoyer vers, c'est un load balancer en quelque sorte, qui va se charger de dispatcher en fait les requêtes vers le bon service en fonction bien sûr de la requête du client. Alors ça c'est un service en fait gateway qui va être souvent utilisé. Et après par la suite, donc quand vous êtes dans une architecture microservice, on a souvent besoin de centraliser la configuration des microservices. Alors pour éviter de créer un fichier de configuration pour chaque microservice, ce qui va être assez compliqué, souvent ce qu'on fait c'est que on utilise un microservice de configuration qui va permettre de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices. Donc, autrement dit, au lieu de créer un fichier application properties pour chaque microservice, ben, on aura à créer un seul fichier, en quelque sorte, qui va être géré dans un repository généralement, configuration application.properties, dans lequel on peut spécifier la configuration de l'ensemble des microservices. Chaque microservice qui démarre a besoin de se connecter d'abord à ce service de configuration pour récupérer sa configuration. C'est-à-dire, au lieu de lire le fichier application properties avec ses propriétés en local, quand il démarre, il envoie une requête REST, HTTP, vers le service configuration pour lui dire « donne-moi ma configuration ». Il récupère sa configuration et après il démarre, donc il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est que ici, quand c'est-à-dire on change un paramètre de configuration via des services qui sont prédéfinis comme actuators, on peut actualiser la configuration. Donc, autrement dit, quand il y a un paramètre de configuration qui change, et bien, tout simplement ce service-là peut recevoir sa configuration, c'est-à-dire les mises à jour, sans avoir besoin de redémarrer. C'est-à-dire ce qu'on appelle c'est la configuration à chaud. Donc c'est ce qui va se passer. Alors souvent, on utilise REST pour faire la communication entre les microservices. La communication REST c'est une communication synchrone qui est très pratique dans un certain nombre de situations, mais parfois il n'est pas assez pratique. Dans ce cas-là, on a besoin de passer parfois par des brokers pour faire la communication asynchrone. Alors, RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka, donc il y a des solutions qui sont utilisées à ce niveau-là, qui permettent aux microservices d'échanger des messages d'une manière asynchrone. Alors, globalement, ça c'est l'architecture que nous allons essayer donc d'implémenter. Alors, je vous rappelle en fait à travers ce diagramme de séquence, donc ça je l'ai déjà présenté auparavant, donc je vais vous le rappeler. J'ai ici donc un client qui envoie une requête. Donc, vous voyez donc la requête 1. Il s'écrit, c'est une requête avec get vers les URI SASE Gateway / inventory service. Alors en fait ici inventory service ça représente quoi? C'est le nom du microservice. Et après / products par exemple. Alors quand cette requête là elle est envoyée vers Gateway, le service Gateway qu'est-ce qu'il fait? Il va s'appuyer sur le service d'enregistrement. Exactement. Donc justement, c'est ce qu'on va faire par la suite. On va le configurer. C'est à nous de configurer le service Gateway pour lui dire, voilà, est-ce que nous avons des routes qui sont statiques, qu'on va configurer d'une manière statique, ou tout simplement, faites la route, c'est-à-dire la destination, il devrait la chercher dans le service d'enregistrement. Donc ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, il va donner le nom au service d'enregistrement. Le service d'enregistrement va lui retourner donc l'adresse IP et le numéro de port. Et après, par la suite, donc, il va tout simplement faire un forward vers le microservice qui va permettre d'effectuer ce traitement-là. Et le service retourne un résultat, la réponse HTTP. Alors, généralement, le service Gateway, parfois, avant d'envoyer la requête HTTP, parfois, il peut ajouter des filtres. Donc, on va voir tout à l'heure. Lui-même, il a des filtres. Par exemple, il peut ajouter des headers à la requête HTTP. Il peut ajouter d'autres informations techniques qui, par exemple, qui sont exigées, par exemple, par le service, le microservice lui-même. Ça peut être des paramètres de sécurité. Par exemple, je peux sécuriser l'accès au microservice uniquement au niveau du service Gateway. Donc, tout ça peut se faire à ce niveau-là. Donc, c'est un proxy. Ça veut dire que une fois qu'il détermine la route qu'il doit prendre, ben, il peut ajouter des filtres pour les ajouter dans la requête.
il récupère la réponse. La même chose, quand il récupère la réponse, ben, il peut également ajouter des filtres, c'est-à-dire dans la réponse, parfois, il peut insérer des entêtes, il peut ajouter des entêtes, il peut ajouter des informations techniques. Donc, ce qui fait qu'il le fait pour toutes les requêtes, bien sûr, qu'il reçoit. Alors, généralement, on a déjà vu que pour régler le problème de montée en charge, quand il y a un problème de la charge, généralement, on a besoin de démarrer les microservices en plusieurs instances. Donc, en plusieurs instances. Ben, donc, quand il y a plusieurs instances qui sont démarrées, quand par exemple le client envoie une requête toujours vers le service d'inventaire, la même chose. Donc ici, il récupère la liste des adresses IP, mais ici donc le service gateway utilise un load balancer qui fait que il sait que la dernière fois il a invoqué cette instance, mais la deuxième fois il va invoquer l'autre instance. Donc c'est-à-dire, bon, il utilise le système de load balancer pour pouvoir donc gérer, c'est-à-dire la charge. Alors quand il y a un problème de montée en charge, le problème il est réglé. Donc on n'a pas besoin, dès que vous démarrez une instance, il est enregistré. Donc automatiquement, il fait partie donc bien sûr de c'est-à-dire cet ensemble. Automatiquement, il fait ça, j'ai pas besoin de le configurer. Oui. Alors en fait, dans la configuration, justement, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même qu'on lui dise ça. Donc en fonction du type de proxy que vous utilisez. Alors en fait, maintenant, pour créer une gateway, bien un service proxy. Alors en fait, dans Spring Cloud, donc pour travailler dans Spring Cloud, il existe deux solutions qui sont souvent utilisées. Bon, il y en a d'autres. Dans la première version de Spring Cloud, on utilise un proxy qui s'appelle Zool Proxy. En fait, Zool Proxy, c'est un proxy qui est fourni par Netflix, qui est pratiquement une seule annotation, donc c'est suffisante pour configurer donc votre proxy. Également, mais on va voir qu'en fait Zool Proxy ou bien Zool Gateway. Alors Zool Proxy, donc c'est un service qui utilise en principe allez-y. Alors Zool Proxy, c'est un service qui utilise des entrées des entrées-sorties bloquantes. Alors ça c'est un point dont je vais vous parler tout à l'heure. Dans les applications généralement, généralement, particulièrement dans les applications Java, vous devrez savoir que dans Java il y a deux packages. Il y a le package Java Input-Output IO qui utilise des entrées-sorties bloquantes. Ça veut dire quoi, entrée-sortie bloquante? Ça veut dire que quand je me connecte à une entrée pour lire des données, tant que je n'ai pas terminé la lecture des données, je suis bloqué. Donc généralement, comme des input stream, file reader, file input stream. Alors tout ça, c'est en fait des entrées-sorties bloquantes, c'est-à-dire voilà, j'attends la réponse jusqu'à ce que je lis les données, ou bien j'attends le temps de terminer l'écriture de la réponse. Donc ça c'est sa particularité de Zool Proxy. Donc on va voir tout à l'heure qu'il a des inconvénients à ce niveau-là. Et après il y a dans la version de Spring Cloud 2, donc Spring a introduit donc Spring Cloud Gateway qui est basé sur en fait le Spring Reactive et qui utilise donc le principe des entrées-sorties non bloquantes. C'est-à-dire dans Java, il y a le package Java New. New, c'est New Input Output, dans lequel on utilise des entrées-sorties non bloquantes. Alors, justement, c'est dans la majorité des cas, donc il est plus utile donc de travailler avec Spring Cloud Gateway pour, si vous voulez, augmenter les performances du système. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, on va essayer de voir dans ce cours comment configurer, comment mettre en place donc voilà, Spring Gateway, Spring Cloud Gateway. Donc vous avez donc deux solutions à ce niveau-là. Alors ici donc dans notre cas, alors justement avant de vous parler de ça, donc juste un petit mot sur le principe, les modèles entrée-sortie bloquante et entrée-sortie non bloquante. Donc c'est quoi le principe? Alors d'abord,
Il faut savoir que pour développer des applications web, pour créer généralement un serveur, vous savez que l'année dernière, je crois, on a fait un cours sur les sockets, n'est-ce pas? Alors, pour créer un serveur, en principe, qui est capable de communiquer avec plusieurs clients en même temps, donc vous avez deux manières de le faire. Donc, soit vous utilisez le modèle, ce qu'on appelle multithread avec entrée-sortie bloquante, ou bien vous pouvez utiliser single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer un serveur, pour chaque client qui se connecte, je lui crée un thread. Chaque client qui envoie une requête, je lui réserve un thread qui va traiter sa requête. Donc ça veut dire si vous avez beaucoup de clients qui se connectent en même temps, vous avez plusieurs threads que je crée au niveau du serveur. Le nombre de threads est limité. Exactement. Le nombre de threads généralement est limité. Quand on atteint la limite, quand il y a beaucoup de clients qui sont connectés, tout simplement il y aura un problème, c'est-à-dire le service devient indisponible. Alors c'est ce qui se passe généralement quand vous travaillez avec les applications basées sur Tomcat par exemple, qui utilisent l'API Servlet classique. Alors Tomcat, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre, au démarrage, il va charger un pool de threads, c'est-à-dire il va créer un ensemble de threads. Et après, chaque client qui se connecte, généralement, quand un client se connecte, il envoie une requête. Tomcat, il va tirer un thread parmi le pool. Et après ce thread-là, c'est lui qui va traiter la requête du client. Donc le thread, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Le thread, il va traiter la requête. Traiter la requête, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut d'abord lire les données de la requête. Alors quand on va lire, comme il utilise des entrées-sorties bloquantes, c'est-à-dire que lire les données de la requête, c'est-à-dire que ici il attend jusqu'à ce qu'il lise complètement les données de la requête. Ensuite, il va par exemple faire l'accès à la base de données. Alors si même l'accès à la base de données utilise des entrées-sorties bloquantes, ça veut dire quand j'envoie la requête, j'attends la réponse jusqu'à ce qu'il arrive. Vous voyez donc le thread, il est mobilisé. Dès qu'il y a un client qui demande une requête, il y a un thread qui est mobilisé pour cette requête-là. Et il va lire les données de la requête, il va accéder à la base de données, il va accéder aux services distants, s'il y a des services distants également, et après il va écrire sur la réponse HTTP. Alors tout ce temps-là, lire la requête, accéder aux bases de données, accéder aux services distants, écrire sur la réponse HTTP, tout ça, toute cette durée-là, dans cette durée, on mobilise ce thread. C'est-à-dire il est mobilisé uniquement pour cette requête. Si la connexion est lente. Exactement. Alors si la connexion des clients est lente, c'est-à-dire si en quelque sorte un client par exemple utilise une connexion réseau avec une latence qui est très faible, par exemple une connexion 2G ou je ne sais pas quoi, alors imaginez combien de temps le thread il attend beaucoup de temps déjà pour recevoir les données, notamment la lecture de la requête. Également, il va attendre beaucoup de temps quand il écrit sur la réponse. Donc ça veut dire que le client, si vous avez beaucoup de clients qui utilisent des latences de communication qui sont faibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mobiliser des threads pour une longue durée au niveau du serveur. Donc, comme le nombre de threads est maximum est limité, parce qu'en fait, il y a toujours une limite qu'on ne va pas dépasser. Oui? Alors en fait, vous pouvez le configurer, mais généralement, vous êtes toujours... il y a une limite, vous pouvez la configurer, mais il y a une limite. Parce qu'en fait, on ne peut pas créer tout le temps des threads, parce qu'un thread, ça demande des ressources. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on atteint le nombre de threads limité, du moment que parce qu'il y a des connexions des latences de communication qui sont faibles, et quand il y a d'autres clients qui vont se connecter, ils vont, le service il est indisponible, c'est-à-dire le serveur va répondre impossible d'établir la connexion. Et pourtant, même s'il y a encore des ressources en termes de CPU et de mémoire, c'est-à-dire même si on n'a pas consommé la capacité du serveur, c'est-à-dire vous avez une centaine de threads qui sont mobilisés, qui sont en train, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont qu'en train d'attendre de recevoir les données de la requête. Il y a encore des ressources au niveau des CPU, mais on ne peut pas accepter des connexions clients. Et ça, c'est le grand problème de ce modèle
multithread avec des entrées-sorties Pourquoi on peut bloquantes. utiliser ces ressources-là pour répondre aux besoins des... Non, non, je veux dire, supposons que par exemple vous avez une oui, supposons, juste un exemple, vous avez par exemple configuré un maximum de 100 threads, n'est-ce pas? Et après, par malchance, vous avez tous les clients qui sont connectés, une centaine, utilisent des connexions faibles, à faible latence. C'est-à-dire une connexion au réseau qui est très faible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez mobiliser pour chaque client, il va vous prendre par exemple 5 minutes, hein, n'est-ce pas? J'exagère. Par exemple, pour traiter sa requête, il va mobiliser un thread pendant 5 minutes. Donc, ça veut dire que pendant les 5 minutes, vous avez déjà atteint le maximum de threads. Si vous regardez le CPU, vous trouverez encore, il y a encore de l'espace, il y a encore des ressources, il y a encore le taux d'utilisation des CPU il est encore très faible. Si vous regardez la mémoire, il y a encore de l'espace mémoire. Et pourtant, votre application, elle est limitée. S'il y a encore un client qui veut se connecter, le serveur, déjà, il lui répond « je ne peux rien faire pour toi ». Tu vas attendre, il va attendre jusqu'à ce que la requête d'un client soit traitée pour que le thread soit libéré, pour qu'il puisse l'affecter à une autre requête. Oui, donc c'est-à-dire, en quelque sorte, les ressources au niveau du serveur, c'est-à-dire que ce modèle-là, dans ce modèle-là, le modèle, l'application ne va pas exploiter, voilà, c'est-à-dire vous n'allez pas exploiter les ressources de votre serveur à 100%. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez une limite en termes de thread. Ça, c'est l'un des inconvénients de ce modèle. D'accord? Alors, généralement, dans les applications Java, J2E, donc en principe, ça c'est ce qui existait dans Java depuis la version 1 jusqu'à la version 7, c'est-à-dire le package Java Input-Output, dans lequel, pour gérer tout ce qui est les entrées-sorties, on utilise des input stream, comme file input stream, buffer input stream, etc. Des output stream, readers, writers. Qui va m'empêcher d'exploiter toutes les ressources de la machine? Alors, qu'est-ce qui va m'empêcher d'exploiter toutes les ressources des machines? C'est-à-dire, je parle, ce qui va empêcher, c'est ça, c'est ce que je disais. Vous avez votre serveur Tomcat, par exemple, il est configuré pour utiliser un maximum par exemple, de 50 threads, n'est-ce pas? Ben, du moment que ces threads sont mobilisés, ben, de toute façon, les clients qui vont se connecter, ils vont être rejetés. Donc ça veut dire que votre application, je parle bien de votre application qui est déployée au niveau de ce serveur-là, ne va pas tirer profit de la capacité du serveur. Mais bien sûr, dans votre serveur, s'il y a d'autres applications qui sont exécutées dans le serveur, ils vont utiliser le CPU parce que les CPU, donc c'est des ressources partagées. Donc, oui, mais je parle de votre application qui est déployée dans ce serveur-là, qui utilise ce modèle, il est handicapé par ce modèle. C'est le modèle qui handicape l'application, qui fait qu'à un moment donné, il ne pourra pas tirer du maximum des ressources disponibles en termes de calcul et de stockage. C'est clair? Alors donc, dans ces modèles, généralement, on utilise donc le package Java Input-Output, comme je disais, depuis la version 1 de Java jusqu'à la version 7. C'est ce qu'on utilisait pour gérer les entrées-sorties. Donc, il n'y a que la gestion des entrées-sorties bloquantes. Donc, quand vous mettez read, par exemple, c'est quand vous faites avec le clavier, quand vous scanner, next, line, ou je ne sais pas quoi, c'est que vous attendez jusqu'à ce que l'utilisateur, donc c'est la même chose pour les fichiers, la même chose. Tant que vous lisez, vous mettez readline par exemple, c'est que tant que le client n'a pas terminé d'envoyer toute la chaîne de caractères, mais tout simplement l'application elle est bloquée. Donc je vous rappelle juste dans les entrées-sorties bloquantes, il y avait donc il y a les streams binaires et les streams caractères. Alors les streams binaires, donc c'est des classes qui se terminent par input stream, c'est pour échanger donc généralement des octets.
Donc input stream ou bien output stream. Input stream en entrée, output stream en sortie. Et après, il y a les strings de caractères pour échanger du texte. Comme généralement, c'est des classes qui se terminent par reader et pour l'entrée et writer pour la sortie. Comme file reader, buffered reader, etc. File writer. Donc, mais globalement, tout ça, c'est ce package-là. Donc, généralement, il est basé sur la gestion des entrées sorties d'une manière bloquante. Et après, donc, dans les applications web, principalement, quand vous travaillez avec Tomcat, avec l'API Servlet classique, parce que dans l'API Servlet, il y a deux versions. Dans Servlet, il y a la version qui est basée sur les entrées Java Input-Output, il y a l'API Servlet qui est basée sur Java New, c'est-à-dire vous avez deux modèles principalement. Alors que le modèle, l'autre manière de faire les choses, c'est ce qui se faisait, ce modèle-là, c'est ce qui était utilisé dans Java, dans PHP, dans .NET pratiquement, jusqu'à ce que Node.js introduit une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire le premier qui avait pensé autrement, c'est Node.js. Pourquoi Node.js? Parce que Node.js c'est du JavaScript. Bon, et JavaScript, il est déjà il est single thread, c'est-à-dire que quand vous créez une application JavaScript, vous avez un seul thread. Après, la question, comment est-ce qu'avec un seul thread, je peux traiter plusieurs requêtes? C'était ça le challenge. Donc, en fait, JavaScript, donc plutôt Node.js, avait introduit son modèle avec la possibilité tout simplement de créer un serveur qui, avec un seul thread, avec un single thread, qui est capable de traiter plusieurs requêtes en même temps. Alors, pour qu'avec un seul thread, être capable de traiter plusieurs requêtes en même temps, il est clair qu'il faut utiliser des entrées-sorties non bloquantes. Alors, c'est ce qui a été fait avec principalement Node.js à un moment donné, mais après, les autres technologies ont suivi, notamment à partir de Java 7, la version 7, donc il y a le package Java New, donc il faut le voir, donc New Input Output, qui introduit donc une autre manière de gérer les entrées-sorties d'une manière non bloquante, alors dans lequel on n'utilise plus donc tout ça, on l'utilise plus, mais on utilise à la place ce qu'on appelle des channels, comme par exemple Socket Channel, ça c'est pour communiquer via une socket, modèle TCP, Datagram Channel pour tout ce qui est la communication via une connexion UDP avec les datagrammes. Et après, on utilise ce qu'on appelle les buffers et les selectors. Donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est que dans le package Java New, avec un seul thread, vous utilisez ce qu'on appelle un selector. En fait, le selector, lui, c'est lui qui va utiliser, un algorithme qui s'appelle Event Loop, un pattern qui s'appelle Event Loop. Event Loop, ça veut dire quoi? Event Loop, ça veut dire que vous avez ici une boucle, c'est-à-dire vous avez un seul thread qui va faire tourner une boucle infinie. Et dans cette boucle-là, il va essayer donc de traiter toutes les requêtes. À chaque client qui envoie un octet, il va être traité. Donc il ne va pas attendre jusqu'à ce que le client envoie tous les octets, toutes les informations. Donc chaque client qui envoie un octet, il est traité sous forme d'un événement. Et après, par la suite, donc c'est ce selector qui va permettre de faire ces opérations. En fait, un selector peut utiliser donc plusieurs channels. Alors par exemple, chaque client qui se connecte vers le serveur se voit créer un socket channel. Par exemple, si on utilise des connexions via des sockets, donc ça veut dire que s'il y a plusieurs clients qui se connectent, pour chaque client, vous avez 100 socket channel, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, dans la connexion, il est clair que quand il y a un client qui établit une connexion, il y a création d'une socket côté serveur. Donc il y a des socket channels. Et après, par la suite, donc ce sélecteur-là, avec un seul thread, il peut gérer donc les informations qui proviennent des channels ou à destination des channels, mais bien sûr en utilisant ce qu'on appelle les buffers. C'est-à-dire quand il y a des données qui arrivent, donc il va les stocker dans des buffers d'une manière asynchrone. Et après, par la suite, rien qu'avec ce modèle-là, vous avez donc le selector, il traite des événements, et ces événements-là, donc ça peut être par exemple server socket channel. Alors server socket channel, par exemple,
il traite les événements de type, il y a deux événements, soit qu'il y a un nouveau client qui se connecte, quand il y a un nouveau client qui se connecte, il fait des choses, ou bien quand il y a un client qui se déconnecte. Et après, vous avez des socket channels dans lesquels vous avez des read ou write. Il y a un client qui envoie un octet, ou bien on envoie un octet vers, etc. Et même, on peut traiter également donc, des file channels, etc. Mais en tout cas, donc, pour les applications réseau d'une manière générale, on utilise donc, ce mécanisme de socket channel qui est utilisé pour gérer ça. Lorsqu'un client se déconnecte. Comment? Qu'est-ce que je peux faire lorsqu'un client se déconnecte? Alors, quand il y a un client qui se déconnecte, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans votre application, vous avez par exemple, si vous voulez traiter, décrémenter le nombre de connexions, je ne sais pas. Donc, dans votre application, vous pouvez toujours un compteur que vous voulez décrémenter ou vous voulez faire d'autres choses ou envoyer un message aux autres clients. Par exemple, pour une application de chat, vous leur dites il y a un client qui vient de se déconnecter. Donc, ok. Donc, en principe, l'idée principale, c'est quoi? C'est qu'avec un single thread, avec un seul thread, on peut traiter toutes les requêtes des clients, n'est-ce pas? Mais pour cela, le thread, il utilise un event loop, n'est-ce pas? Dans lequel il traite les requêtes sous forme d'événements d'une manière asynchrone. Alors, ces événements, généralement, il va les empiler et dépiler dans une file d'attente. Et après, donc, sauf que, au lieu d'utiliser un seul thread, parce que si vous utilisez un seul thread pour tout le serveur, c'est encore, c'est pénalisant. Pourquoi? Parce que supposons que dans votre serveur, vous avez 4 CPU. N'est-ce pas? Si vous avez dans votre serveur 4 CPU, et vous utilisez un seul thread, ça veut dire que vous n'exploitez qu'un seul CPU. Donc, quand vous utilisez un seul thread, c'est-à-dire que vous ne pouvez exploiter qu'un seul CPU. Alors que, du moment que vous avez 4 CPU, si vous avez une dizaine de CPU, donc c'est pénalisant. Alors, c'est pour cela que ce modèle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il utilise un thread qui s'appelle IO Selector Thread, qui gère ce selector, n'est-ce pas? Mais en même temps, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle des worker threads. Alors, les worker threads, si vous voulez, on n'a pas beaucoup. Donc, ça va dépendre du nombre de CPU qui existent dans la machine, le nombre de cœurs, etc. Donc, on trouvera 4, 5, c'est-à-dire un nombre limité de threads qui sont suffisants pour traiter la requête, tout ce qui est l'accès à la base de données, par exemple, l'accès aux services distants. Tout ça, c'est-à-dire c'est des opérations qui peuvent être déléguées au worker thread, c'est-à-dire tout ce qui est le traitement au niveau de l'application, il est délégué. Mais après, le IO Selector Thread, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va gérer tout ce qui est les entrées sorties. Comme les entrées sorties d'une manière, c'est-à-dire sont d'une manière non bloquante, donc là, il gère ce problème. Vous avez compris Donc c'est juste, ça résume un petit peu, quand vous développez des applications, d'une manière générale, il est impérativement important de comprendre ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser un modèle, c'est-à-dire bloquant, ou bien le modèle non bloquant. Alors, avec Spring, dans l'ancienne version de Spring, on utilisait donc Spring MVC, qui est basé souvent sur Tomcat, c'est ce que nous avons souvent utilisé. Mais donc, il y a un serveur, le premier serveur qui a implémenté Java Neo complètement, c'est Netty. Donc, Netty, c'est l'un des serveurs des applications J2E qui sont souvent utilisés pour utiliser ce modèle, on va dire, réactif. Bon, l'avantage de ce modèle, c'est quoi? C'est que même s'il y a des connexions avec des latences de communication faibles, même s'il y a des clients qui ont des connexions qui sont très faibles, à très faible latence, on ne va pas pénaliser le système. Ils ne vont pas pénaliser. Pourquoi? Parce que, quel que soit le client, à un moment donné, quand le client se connecte, sa requête va être toujours traitée. N'est-ce pas? On n'aura pas comme le cas où quand on atteint le maximum de threads. Parce qu'avec un seul thread, je peux traiter toutes les
les requêtes. Donc, c'est-à-dire vous avez ici ce qu'on appelle un modèle qui est scalable, verticalement. Scalabilité verticale, c'est-à-dire que tant qu'il y a encore des ressources CPU et mémoire, j'accepte les connexions. Jusqu'à ce que le nombre c'est-à-dire le taux d'utilisation des CPU soit à 100%, c'est à ce moment-là que je ne peux pas accepter les connexions, ce qui est assez normal. Mais tant qu'il y a des ressources, je n'ai pas de problème, je peux toujours connecter les utilisateurs. Donc ça, c'est le grand avantage. C'est bon? Donc une fois que ce modèle-là, une fois que Node.js l'a déjà implémenté, après dans les autres technologies, donc ils ont proposé des solutions. Alors dans Java, il y a en fait l'une des premières implémentations, c'est Vertex. Alors Vertex, c'est l'une des solutions qui sont présentées. Pratiquement Vertex, c'est presque le Node.js de Java. Donc c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de travailler avec Node.js, quand ils veulent faire en Java, avec Vertex, c'est presque une implémentation, on va dire, qui est similaire, qui est basée justement sur Netty, il est basé sur, c'est-à-dire les entrées-sorties non bloquantes. Donc c'est un modèle complètement réactif à 100%. Mais après, il y a les choses ont beaucoup évolué, notamment avec Spring, à partir de la version 5. Il a introduit donc Reactive Spring, qui lui ou bien ce qu'on appelle Spring Web Flux, qui permet justement d'exploiter ce modèle. Donc, quand vous créez un projet basé sur Spring, dans les dépendances, vous allez trouver Web. Quand vous mettez la dépendance Web, c'est Spring MVC, c'est ce modèle-là. Si vous utilisez Reactive Web ou bien Spring Web Flux, c'est que vous utilisez ce modèle. L'avantage avec Spring, c'est que vous trouverez pratiquement après les mêmes annotations qui sont utilisées, que ce soit dans ce modèle que dans ce modèle. Mais en tout cas, donc, le fonctionnement il est complètement différent. Donc Spring Web Flux qui est basé sur Netty. Okay. Alors voilà, donc ça c'est juste entre parenthèses. Donc je disais tout à l'heure que si vous voulez choisir la passerelle, le service proxy de votre modèle Spring Cloud, vous avez deux solutions. Il y a Zool et Spring Cloud Gateway. Alors Zool Proxy, il est basé sur ce modèle, c'est-à-dire Tomcat avec des entrées-sorties bloquantes. Et vous pouvez imaginer l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que quand le nombre de clients, c'est-à-dire quand le nombre de threads, s'il y a des connexions à faible latence de communication, ça handicape le système. La deuxième solution, c'est Spring Cloud Gateway. Alors Spring Cloud Gateway, lui, donc il est basé sur Reactive Spring. C'est-à-dire Spring Web Flux avec Netty comme serveur. Et lui, donc, il utilise donc, voilà, des entrées-sorties non bloquantes. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer un petit peu Donc, ce qui fait que si aujourd'hui vous voulez implémenter l'architecture de Spring Cloud, par exemple microservices, bon, pour les microservices, vous pouvez utiliser le modèle entrée-sortie bloquante, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais pour le gateway, c'est plus intéressant d'utiliser ce modèle. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'avoir c'est-à-dire même les microservices utilisent le modèle réactif, n'est-ce pas? Mais c'est pas obligatoire en fonction bien sûr des contraintes. Vous pouvez, mais en tout cas, si vous utilisez donc le modèle entrée-sortie bloquante pour les microservices, donc au moins pour le service Gateway, essayez donc d'utiliser donc ce modèle, ce qui va permettre au moins de ne pas handicaper votre système avec des connexions à faible latence des clients. Parce que vous imaginez, c'est un peu, c'est pas normal. C'est que j'ai développé une application, j'ai acheté un serveur qui est très puissant, avec beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, n'est-ce pas? Ici.
j'ai démarré l'application, mais après, il y a des clients qui ont des connexions faibles qui vont pénaliser mon système. C'est-à-dire que si je veux par exemple pénaliser une application, c'est très simple, je crée une application, n'est-ce pas, qui utilise une connexion réseau qui est très faible en tant que client. Et je crée une application qui crée plusieurs connexions vers le... Il suffit de créer une application qui permet d'établir plusieurs connexions vers le serveur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, du moment que pour chaque connexion que je crée, il va mobiliser un thread. Pour chaque requête, il va mobiliser un thread. Du moment que moi j'ai une connexion qui est faible, j'envoie des données, c'est des entrées-sorties bloquantes. Qu'est-ce qui se passe? Rien qu'avec, s'il y a quelqu'un qui veut pénaliser votre système, qui veut bloquer votre système, il peut le bloquer. Est-ce que vous voyez le problème? C'est terrible. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour que votre application fonctionne comme il faut, mais après, vous êtes pénalisé par la latence de communication des clients. C'est bon? Alors, c'est exactement vous avez un cerveau, vous offrez des services pour des gens, et après, il y a des gens qui vous appellent par téléphone, n'est-ce pas? Alors, quand il y a les gens qui vous appellent, quand il y a un qui vous appelle et qui parle, je ne sais pas, il parle très lentement, il prend beaucoup de temps à vous poser la question. N'est-ce pas? Il est en train d'handicaper votre système. Donc vous avez intérêt, mais si vous travaillez en mode entrée-sortie bloquante, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, c'est comme si il y a plusieurs personnes qui appellent, ben, vous prenez toutes les personnes et après vous communiquez avec tous les gens en même temps. Même s'il y a quelqu'un qui parle tout lentement, ben, tu vas lui dire, tu vois, en attendant qu'il termine ce qu'il est en train de dire, moi je suis déjà en train de servir d'autres clients. Est-ce que vous voyez c'est exactement ça. La réactivité et la réactivité c'est exactement. Alors maintenant, comme je disais, l'idéal, c'est d'avoir un système 100% réactif de bout en bout. C'est-à-dire la partie front-end de votre appli. D'ailleurs, si vous travaillez avec Angular, c'est réactif. D'ailleurs, si vous regardez dans Angular ou dans les frameworks, vous trouverez que des subscribe, etc. Alors que quand vous utilisez donc ce modèle-là, c'est que vous êtes purement c'est de la programmation asynchrone réactive. Votre passerelle, elle est réactive, c'est-à-dire des entrées-sorties bloquantes. Vous avez les services sont réactifs. L'accès aux données, il est réactif. Alors, l'idéal, c'est d'avoir ça, c'est-à-dire d'avoir un modèle réactif de bout en bout. Mais souvent, jusqu'à présent, peut-être dans le futur, c'est ce qui va marcher dans le futur. Mais dans les architectures actuelles, jusqu'à présent, dans la majorité des cas, les entreprises, ils combinent en quelque sorte. Pourquoi? Rien que par exemple pour l'accès aux bases de données de type SQL en Java, les drivers réactifs ne sont pas encore, c'est-à-dire en tout cas depuis la version 9, il y a des projets qui sont en train de se faire. Maintenant c'est réglé, mais il y a 2 années ce n'était pas le cas. C'est-à-dire il faut attendre pour chaque entrée-sortie, par exemple pour accéder aux bases de données, pour chaque type de SGBD, il vous faut un driver qui est réactif, qui lui-même qui est basé sur les entrées-sorties non bloquantes. Donc tout ça, il faut avoir tout ça pour dire que je peux créer un système réactif de bout en bout, c'est-à-dire de front-end jusqu'à l'ensemble des couches. Bien, alors maintenant, on va essayer donc de parler de cette architecture. Donc je vais vous présenter un exemple d'application pour vous montrer comment on va essayer donc d'implémenter donc ce modèle. Alors d'abord, Spring Gateway. Alors Spring Cloud Gateway, donc c'est un service dans lequel on configure les routes. Alors autrement dit, donc chaque route, c'est quoi? C'est une destination vers laquelle nous voudrions envoyer la requête. Alors autrement dit, donc pour chaque requête reçue par Spring Cloud Gateway, qu'est-ce qu'il fait? Donc il doit pour chaque route on définit l'URI. L'URI, c'est-à-dire c'est l'adresse, parce que quand j'envoie une requête, pour chaque route, il y a une URI qui va permettre c'est-à-dire
qui représente l'adresse du microservice. Par exemple, pour telle requête, voilà la requête, je l'envoie vers ce service-là. Ok. Et après, bien sûr, avant d'envoyer la requête, vous avez des prédicats. En fait, les prédicats, c'est un ensemble de conditions qui doivent être testées, satisfaites, pour dire est-ce que cette requête va être envoyée vers cette théorie. Alors, autrement dit, il existe plusieurs prédicats que vous allez configurer. Vous avez, donc on peut faire des prédicats sur le host. Autrement dit, on peut vérifier d'abord si le nom de domaine, le host, respecte des conditions précises. Alors, je vous donne juste un exemple. Vous dites par exemple, vous avez une application qui est accessible avec le domaine, par exemple, intranet.ma, n'est-ce pas? Et vous savez que dans un domaine, vous pouvez créer plusieurs sous-domaines, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser par exemple a.intranet.ma, b.intranet.ma, c, etc. N'est-ce pas? Tout simplement, ici, vous testez, c'est quoi le host? C'est le nom de domaine, le host. Alors vous dites par exemple, si le host est a.intranet.ma, voilà la route, voilà la destination. Donc je dis, rien qu'avec le host, je peux définir vers quel service je vais envoyer la requête. Alors selon ça, vous pouvez utiliser donc des prédicats sur le host, donc tester sur le nom du host pour savoir quelle est la route qui va être prise. On peut faire un test sur le path. Donc il y a le host, par exemple, il y a a.intranet.ma / les paths. Maintenant, après il y a des prédicats sur les paths. Si le path contient /x, /y, etc., voilà, etc. Et ensuite, il y a les méthodes. Est-ce que c'est une méthode get ou bien post, ou etc. Donc, autrement dit, quand vous recevez une requête, avec Spring Cloud Gateway, vous pouvez spécifier un ensemble de prédicats qui doivent être satisfaits, de conditions qui doivent être satisfaites, pour matcher, pour dire, voilà telle IURI qui va être sollicitée. Alors, après, vous pouvez avoir des prédicats sur les cookies, sur les headers, sur les queries, sur l'adresse IP du client, etc. Oui, donc c'est-à-dire on peut faire un ensemble de prédicats pour dire, voilà, par exemple, vous pouvez dire si l'adresse IP du client est telle, voilà, je vais le rediriger vers ce serveur. S'il est tel, je vais le rediriger vers l'autre serveur. En tout cas, globalement, c'est l'une des fonctionnalités qui sont utilisées par les proxys. Et après, il y a les filtres. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a une requête qui arrive, d'abord, on va vérifier les prédicats s'ils sont satisfaits. Une fois qu'ils sont satisfaits, cette requête-là, avant d'envoyer, on peut lui ajouter par exemple des headers. Parmi les filtres, il y a add request header qui consiste à ajouter un header à la requête, par exemple, qui contient des informations. On va voir un exemple. Ou bien add request parameter, je peux ajouter des paramètres à la requête, add request response header dans la réponse, etc. Donc il existe beaucoup dans la documentation de Spring Cloud Gateway, vous allez trouver il y a un ensemble de filtres qui peuvent être utilisés pour si vous voulez, modifier en quelque sorte le contenu de la requête et de la réponse. Okay. Alors parmi lesquels on va voir tout à l'heure, il y a add request header. On va voir également ce service-là Strix, donc qui permet d'implémenter le pattern circuit breaker. Donc tout ça on va en parler. Rewrite path, on va voir un exemple également pour la réécriture des paths, parce que je peux recevoir une requête qui contient un path / quelque chose, mais après quand je vais l'envoyer vers le microservice, je vais changer le path. Pourquoi? Parce que le microservice lui-même, il exige que le path respecte un certain nombre de choses. Voilà, alors en tout cas, donc, voilà l'exemple d'application sur lequel nous allons travailler. Alors on voudrait créer une application basée sur les microservices qui se compose des services métiers. Donc on va définir d'abord un service pour gérer les clients. Donc Customer Service. Bon, le principe, c'est une seule entité customer avec, qu'on va essayer donc de créer. Et il y a service d'inventaire dans lequel on va créer une entité product, donc la gestion des produits et des catégories par exemple. Et après, il y a le service facturation
billing service, dans lequel on va gérer la facturation. Alors, le service facturation, lui, à un moment donné, il a besoin de communiquer avec le service customer et le service d'inventaire. C'est normal, si je veux récupérer une facture devrait contenir également des informations sur le client et sur les produits. Donc, on va voir comment faire la communication entre les microservices en utilisant une dépendance qui s'appelle OpenFIN. Donc, on va voir comment l'utiliser d'une manière très simple. En fait, Spring, il a toujours tendance à faciliter la programmation. Vous avez déjà ce que Spring a fait pour les bases de données, Spring Data. Il a facilité le mapping objet relationnel. De la même manière, pour envoyer une requête HTTP, une requête REST d'une application vers une autre, on peut utiliser REST Template, c'est quelque chose qui est très ancien dans Spring. REST Template, ça vous permet d'envoyer une requête HTTP et de recevoir des réponses. On peut utiliser Web Client qui est défini dans Spring Web Flux. Mais également, il y a OpenFIN qui est l'une des récentes implémentations qui permettent de faire la même chose, d'invoquer des services REST à distance d'une manière déclarative. D'une manière déclarative, c'est-à-dire comme on le fait avec l'interface Spring Data REST, c'est-à-dire avec une simple interface, on peut invoquer c'est-à-dire des données à distance. Donc, c'est ce que je vais vous montrer après. Et en même temps, nous allons, dans notre architecture, je vais vous montrer comment invoquer, comment utiliser donc des services externes. Alors, il y a des API REST publics qui existent partout dans le web, parmi lesquels il y a RapidAPI. RapidAPI, c'est l'une des implémentations, c'est-à-dire c'est un site qui offre des API REST publics. Vous trouverez par exemple des API sur le sport, sur le cinéma, sur etc., un tas de choses. Et parmi lesquels vous allez trouver Countries API qui permet de vous donner des informations sur les pays. J'imagine que par exemple dans votre application, à un moment donné, vous avez besoin d'afficher la liste des pays. Donc tout ça, donc, vous pouvez invoquer un service qui vous permet de donner ces informations. Encore les Muslim Salad par exemple pour tout ce qui est pour récupérer l'horaire de prière. Dans une région, dans une ville, etc., pendant une semaine, un mois, je ne sais pas quoi. Voilà, alors ça c'est les services. Ici donc on va utiliser, donc on va développer les trois services, client, inventaire, facturation. Alors ces services-là, que vous voyez en bleu, des moments que c'est nos services, donc ils vont s'enregistrer dans le service d'enregistrement, n'est-ce pas? Quand ils démarrent, ils vont s'enregistrer. Et quand ils vont s'enregistrer, ça veut dire que ici, chaque requête qui arrive, on peut s'appuyer sur ce service-là pour contacter les services. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais par contre, ces services-là, non, c'est pas le cas. Parce que c'est des services qu'on va invoquer via notre gateway, mais ils ne sont pas dans notre service d'enregistrement. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est pas nos services. C'est des services externes. Et dans ce cas-là, c'est pour cela que je vais vous montrer dans ce Spring Cloud Gateway, donc on va combiner deux configurations. Il y a une configuration dynamique qui consiste à chercher les services, la localisation des services à partir de ça, et la configuration statique qui consiste à router vers les services externes comme RapidAPI.